Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio, à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Et on ouvre un débat santé aujourd'hui dans Avec ou sans parure, on parle bipolarité, également connue sous le nom de trouble bipolaire. Il s'agit bien évidemment de maladies psychiatriques caractérisées par des fluctuations extrêmes de l'humeur. Les causes exactes de ce trouble complexe ne sont pas entièrement maîtrisées, mais des facteurs génétiques et environnementaux peuvent contribuer à son développement. Alors bien évidemment, les conséquences de la bipolarité seront abordées dans le débat, puisque ces conséquences peuvent être dévastatrices, qui donc affectent la vie quotidienne des patients, les relations interpersonnelles et bien sûr la productivité sur le lieu de travail. Les symptômes comprennent des périodes d'euphorie intense et des épisodes de dépression profonde. Cependant, des traitements existent et nous allons essayer un petit peu pendant cette émission de mieux cerner ces traitements-là et de comprendre pratiquement les causes, mais aussi les conséquences de ce trouble de la personnalité. Avec moi justement pour en parler, Nadia Kadiri. Vous êtes professeur de psychiatrie, psychiatre, psychothérapeute et sexologue. Vous êtes également responsable de l'Institut marocain de thérapie cognitive et comportementale à Casablanca. Par ailleurs, vous êtes enseignante à la faculté de médecine de l'université Mohamed VI de Casablanca. Bienvenue à vous, Nadia Kadeli. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Bonjour. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté le débat. Fouad Mokwar également avec nous. Vous êtes président de l'association Amali. C'est une association qui vient en aide aux familles des personnes en souffrance psychique. Vous êtes depuis 2018 partenaire de la délégation de santé de la province de Mediouna pour la gestion médico-psychosociale de Tête Médil. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté le débat également. Bouchra Benieza, art thérapeute, psychothérapeute, vous êtes la fondatrice de la première unité d'art-thérapie dans un hôpital psychiatrique public il y a de cela 15 ans. C'était au centre psychiatrique universitaire Ibn Rushd de Casablanca. Vous êtes également fondatrice de Synepsi Maroc à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Bienvenue à vous, Bouchra Benieza, merci d'être parmi nous. Merci de votre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté. Enfin, Maria El-Kissi, vous êtes patiente bipolaire, également coach personnel et professionnel. Vous avez publié un livre témoignage, Ma vie, l'obscure clarté. Bienvenue à vous également et merci d'avoir accepté le débat, Maria El-Kissi. Bonjour. Bonjour, merci Mehdi, merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve bien sûr juste après pour vos commentaires. Nous ouvrons un débat santé sur la bipolarité. On l'appelle aussi trouble affectif bipolaire. Il s'agit d'un trouble mental qui se caractérise par des changements d'humeur extrêmes. Ainsi, la personne malade va passer de phases d'euphorie ou de manie à des épisodes dépressifs. Et bien que la bipolarité soit un trouble complexe, ses causes ne sont pas encore entièrement comprises. On évoque, cela dit, des facteurs génétiques, neurobiologiques et environnementaux qui seraient à même de contribuer à son développement. Par ailleurs, les symptômes de la bipolarité vont varier selon la phase. Les épisodes maniaques peuvent inclure une énergie excessive, un besoin réduit de sommeil et des prises de décision impulsives, tandis que les épisodes dépressifs se manifestent le plus souvent par une tristesse profonde, une perte d'intérêt et d'énergie et, dans les cas extrêmes, des pensées suicidaires. Nous y revenons dans le débat. Les traitements existent, ils comprennent généralement des médicaments dits stabilisateurs de l'humeur. Les médecins envisagent également, selon les cas, une thérapie dite comportementale, mais en plus du traitement, les malades sont généralement appelés à un meilleur apprentissage de la gestion du stress, quand par ailleurs un soutien social solide et des ajustements de mode de vie peuvent également contribuer à la stabilité émotionnelle des personnes atteintes de bipolarité. Nous en débattons également. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le trouble affectif bipolaire toucherait environ 2% de la population mondiale et il peut débuter à tout âge. Les impacts de la bipolarité vont au-delà de l'individu, affectant également les relations familiales et professionnelles. La sensibilisation et la compréhension de ce trouble sont, en ce sens, cruciales pour soutenir ceux qui en souffrent. Il est enfin important de noter que la recherche continue dans le domaine de la psychiatrie afin d'améliorer la compréhension de la bipolarité, mais aussi afin de développer des traitements plus ciblés pour réduire l'impact global de ce trouble sur la vie quotidienne des individus. Que sait-on de la bipolarité au Maroc? Que disent les chiffres? Comment les malades sont-ils affectés dans leur quotidien et quels traitements ont-ils accès et pour quel degré d'efficacité?
C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec Ou sans parure. le débat est ouvert. Nadia Qaderi, je rappelle que vous êtes professeur de psychiatrie. Peut-être une première réaction à l'éditorial d'abord. Merci beaucoup. Je pense que ce qui a été dit est très important. C'est un trouble de l'humeur. La maladie bipolaire est une maladie qui est chronique, qui est biologiquement déterminée et qui a besoin d'une prise en charge d'abord médicale. Par la suite viennent les autres facteurs thérapeutiques, notamment psychothérapiques, sociales, réhabilitation, ainsi de suite. Je peux dire de prime abord que le trouble bipolaire, quand il est pris en charge, la personne peut vivre normalement, peut mener une vie normale, avec bien sûr la prise en charge qui est au long cours. Mais quand ce n'est pas diagnostiqué ou c'est mal pris en charge, c'est une vie chaotique. La vie devient chaotique et pour le patient et pour sa famille. Bouchra Benyezer, art thérapeute, psychothérapeute, votre commentaire également par rapport à l'éditorial toujours. Écoutez, comme dit le professeur Qaderi, mon prof qui me manque, je peux mettre une petite parenthèse, qui nous manque au service. On a beaucoup appris avec le professeur Qaderi. Effectivement, le traitement est primordial. Et quand il n'est pas pris ou quand il n'est pas respecté ou quand il n'y a pas un entourage avec une psychoéducation, c'est chaotique. Et on le voit au centre psychiatrique, les personnes qui ne prennent pas régulièrement ou mal leur traitement, ce que ça donne. Ils sont hospitalisés dans des états catastrophiques. Maria Pessi, patiente bipolaire justement. Peut-être un commentaire. Un petit commentaire, oui, je dirais, comme l'a souligné le professeur Qaderi, c'est effectivement une maladie chronique, mais en acceptant sa maladie, en se prenant en charge, aussi bien en termes de chimie qu'en termes de thérapie, on peut y arriver, on peut se stabiliser. Mais il n'y a pas de baguette magique, on ne se réveille pas et tout va bien aller. En fait, en parlant de la bipolarité de troubles de l'humeur, mon idée, c'est que il y a une grande stigmatisation et cette stigmatisation est accompagnée d'une méconnaissance de la maladie. Parce que au-delà de la maladie, de ses symptômes, de ses conséquences, de ses séquelles, etc., la maladie est méconnue et elle fait peur. Elle fait peur au niveau de la société. Elle fait peur pourquoi? On n'a pas peur de la maladie, on la connaît pas, mais on a peur du malade bipolaire qui n'est pas pris en charge, qui n'accepte pas sa maladie, qui n'est pas outillé et qui flambe, qui peut décompenser, qui peut aller vers d'autres pathologies. Effectivement, ça fait peur. Voilà. Fouad Makwar, président de l'association Amadi. Merci pour votre invitation. Effectivement, je reviens sur la question des médicaments qui a été soulevée. Et je peux dire que le médicament a constitué un progrès important par rapport à la maladie. C'est-à-dire que nous avons, par les appels, les gens nous demandent s'il faut aller voir un médecin, s'il faut prendre des médicaments, etc. Et on essaie de leur expliquer que la prise de médicaments est nécessaire parce que le problème qui se produit, c'est que les personnes tardent à accepter la maladie et aller se soigner. Alors en tout cas, on va essayer de mieux comprendre durant ces 90 minutes un petit peu les tenants et les aboutissants de ce trouble bipolaire. Est-ce que on doit faire la différence d'abord, Nadia Qaderi, entre trouble et maladie, ou est-ce que c'est à peu près la même chose, la même approche, selon la spécialiste bien sûr que vous êtes en psychiatrie, Nadia Qaderi? Oui, moi je pense que trouble et maladie, ils sont confondus. Et à raison ou à tort? Oui, c'est une maladie. C'est une maladie. Trouble, maladie, pour vous, c'est la même chose. C'est une maladie. Et la difficulté de la maladie bipolaire, Dul Qutbayn, l'Arabia, ou anciennement dénommée la psychose maniaco-dépressive, c'est que les débuts sont très variables. Alors comme on a dit, c'est une maladie qui a deux pôles.
qui sont très distincts. C'est-à-dire, vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui, il est en phase dépressive authentique, c'est-à-dire tous les symptômes de la dépression, l'anédonie, la perte de plaisir, la tristesse, le trouble de sommeil, l'idéation suicidaire, la perte d'espoir, et c'est un diagnostic de dépression. Si vous le voyez, la même personne, c'est-à-dire que c'est une dépression et vous ne pouvez rien dire. Si vous perdez de vue le patient et que vous le revoyez une autre fois, il est totalement, c'est-à-dire le même visage, mais c'est une autre personne qui est totalement différente. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand on a un suivi régulier, on peut tout de suite, quand vous avez quelqu'un, un médecin, en qui vous faites confiance et que vous continuez le suivi, il va tout de suite se rendre compte. Vous avez des cas où vous avez des patients qui viennent un petit peu, parce que là, quand vous faites la description de la phase euphorique, on la décrit comme une phase très heureuse et ainsi de suite. C'est pas le cas. La personne elle bouillonne de l'intérieur. Son cerveau est bouillonnant. Et donc, toutes les fonctions cérébrales sont bouillonnantes, les fonctions motrices, les affects sont bouillonnants. Donc, la personne elle a une exagération des sensations, et ça peut aller, c'est-à-dire que la personne se voit grandiose, donc elle peut faire des choses très graves, elle peut emprunter, c'est-à-dire l'aspect médico-légal est très important aussi, parce que elle va se dire, je suis capable d'emprunter une certaine somme pour faire un gros projet, elle va multiplier les projets. Mais c'est des moments, excusez-moi de vous interrompre, Nadir Adel, mais c'est des moments que tout un chacun peut avoir. À un moment donné, on peut avoir un moment d'égarement, entre guillemets, de manque de lucidité. On se permettrait éventuellement de rester un peu plus longtemps au casino pour ceux qui, justement, s'adonnent à cette pratique-là, pensant qu'on va remporter le jackpot, etc. C'est des choses qu'on a tous expérimentées. Est-ce que ça veut dire que nous sommes tous bipolaires, par exemple? Pas du tout. Ce que vous dites est important, et je vous remercie pour la question, mais quelqu'un qui a un trouble bipolaire, ce n'est pas une fois. Il y a un critère de durée, c'est-à-dire que la personne, vous la voyez, elle peut être dans un fonctionnement comme monsieur et madame tout le monde, et vous voyez le changement. Vous voyez le changement. Alors, je vous donne l'exemple. Je fais des thérapies de groupe pour les patients qui ont un trouble bipolaire. Et les gens, c'est-à-dire que quand ils n'arrivent pas à le sentir, et vous voyez des autres malades leur dire, mais t'es excité, mais tu parles beaucoup, mais tes yeux brillent, mais tu as ce qu'on appelle, tu as une tachypsychie, tu dis 10 000 choses, tu n'arrêtes pas de parler, et donc, ce n'est pas la normale, et ce n'est pas un critère. D'accord? C'est une multitude de critères qui se rejoignent pour qu'on dise, tiens, la personne est dans une crise. La crise, alors, le trouble bipolaire, vous savez que c'est un trouble de l'humeur, et quand on dit trouble de l'humeur, il y a les troubles dépressifs, et il y a les troubles en haut, les maniaques. Quand la personne commence par une dépression, toute la difficulté, c'est de faire le diagnostic, parce qu'il n'est pas évident. On reviendra tout à l'heure sur le diagnostic. Déjà, c'est de dresser le tableau et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est bipolaire de ce qui ne l'est pas, parce que des moments d'euphorie, je pense qu'on en a eu tous. Rappelez-vous un petit peu ce qu'on a eu avec la Coupe du Monde au Qatar. On est sorti dans les rues, on se sentait tout puissant, tout fort, tout vraiment fier de l'équipe nationale, etc. Et il y avait une raison, bien évidemment. Mais alors, c'est-à-dire que pour les bipolaires, il n'y aurait pas de raison. Bouchra Benyaja, par exemple, il y a une sorte d'euphorie ou de dépression qui n'aurait pas forcément sens par rapport au réel. Mais disons qu'elle est dans l'excès. En fait, là, quand on est sorti dans les rues tous ensemble, on est sorti, mais après tout le monde est rentré chez soi. On peut en discuter, puis après tout le monde va dormir. Je pense, sauf si vous êtes resté jusqu'à pas d'heure. Mais non, je regarde pas trop, mais bon. Oui, mais enfin, vous parlez, c'est un bon exemple. Alors, une personne bipolaire, avec mon expérience, ce que j'ai pu voir, ou ce que je sais de cette maladie, c'est que la personne, elle peut rester, ne pas dormir. Elle peut rester, à fêter, à aller réveiller les autres, à être dans l'excitation, mais dans l'excès. Et c'est là la différence entre vous, qui êtes, vous fêtez, vous l'avez pas fêté, mais nous qui avons fêté la victoire, et les personnes, c'est cette émotion de joie.
dépassent la norme. Ils vont aller parler aux gens, ils vont être aller. Est-ce qu'il y a des critères scientifiques pour dire ça dépasse la norme? La norme, c'est quoi dans ces conditions-là concrètement? Alors ça, c'est le professeur Kaderi qui va vous dire. Moi, je peux vous parler avec mon observation à l'hôpital et les personnes que je vois, elles deviennent dangereuses pour elles-mêmes. Voilà, donc elles dépassent certaines limites. Cette joie, l'excès de joie, aller sortir l'argent de son guichet à distribuer, par exemple. Tellement content qu'on fait. Mais je pense que Maria est patiente bipolaire. Ben oui, c'est elle qui peut dire. Alors, moi, je peux répondre effectivement en tant que personne ayant un trouble de l'humeur, en tant que bipolaire, tout simplement. Alors, je dirais, pour répondre à votre question, Mehdi, vous demandez, tout le monde peut se reconnaître dans des symptômes de manie. Je vais vous dire une chose. J'ai fait un accès maniaque. Je savais même pas ce que c'était que la bipolarité, ni ce que c'était qu'un accès maniaque. J'ai eu la chance qu'on a posé le diagnostic tout de suite avec professeur Kaderi. J'ai eu la chance d'accepter, et je remercie le Tout-Puissant. Mais je savais à l'instant T où j'étais en accès, je ne savais pas que c'était un accès, mais je savais pertinemment que quelque chose se passait qui me dépassait, réellement. Donc, pour moi, il n'y a aucun patient, qu'il soit dans l'acceptation de sa maladie ou pas, de son trouble ou pas, qui ne mesure pas que quelque chose se passe. Quand vous dites tout le monde va se reconnaître, non. Si votre normal est à 2, si vous sautez à 18, si l'amplitude est forte, forcément, oui, vous allez vous reconnaître. Ça dépend peut-être de l'événement, vous comprenez? Non, ça dépend de votre tempérament, de ce que vous êtes réellement. Après, tout dépend de l'événement. Toute votre vie, vous êtes à 2, vous pouvez monter à 4, mais vous n'allez pas monter à 18. Et donc, il y a des échelles aujourd'hui pour quantifier ça? Ça, c'est mon langage à moi, mais je veux dire, selon l'amplitude, une personne qui a toujours été généreuse, si elle continue à être généreuse, ça ne veut pas dire qu'elle est en accès maniaque. Une personne qui a toujours été normale et qui se retrouve à vider son compte pour aller sauver je ne sais qui, il y a lieu de s'inquiéter et de se poser une question. Mais pour revenir à mon expérience à moi, je n'avais pas encore vu le médecin. Mon entourage se posait des questions. Mon entourage ne se disait pas elle est en accès maniaque, il ne savait même pas ce que c'était qu'un accès maniaque. Mais on savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK. Et je me rappelle, je fais une rétrospective sur il y a 12 ans ou sur il y a 13 ans. Je me revois, effectivement, je sens mon énergie. Comme a dit le professeur Kaderi, elle l'a souligné. Alors tout le monde pense que quand on est en manie, c'est super, on est généreux, on fait la fête, on parle beaucoup, on a une force de persuasion, tout est ça. C'est pas agréable, ça prend une énergie folle. Quand on est en haut, c'est peut-être rose, d'apparence, mais c'est loin de vous reposer. D'abord, il y a un problème de sommeil, il y a un problème d'irritabilité, d'excitation. Donc, on parle d'euphorie, mais c'est pas une euphorie salvatrice. C'est quelque chose qui vous pompe. C'est ce qui explique plus tard qu'on descend très bas. Que voilà, qu'on est après à l'antipode de ce qu'on était en accès manie. Fouad Makouar, vous voulez réagir, président de l'association Analyse. Là, je pense que ça a été longuement expliqué. Et je pense qu'il y a la question de la réalité, c'est-à-dire à quel niveau on est par rapport à la réalité. En fait, c'est la personne bipolaire. Elle perd le contact avec la réalité. Je veux dire, elle va préparer un diplôme de je ne sais quoi, alors qu'elle a peut-être même pas le bac ou des choses comme ça. Elle commence à penser à des choses qui ne sont pas réalistes. Il faut dire le terme. Mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre la folie et la bipolarité? Ça c'est le rôle du médecin de distinguer, mais la bipolarité, on est dans ça parce mais la bipolarité, elle est claire. C'est entre une euphorie et une dépression. Donc elle est dans ce jeu-là qui. Non, mais les deux, excusez-moi de vous interrompre, Fouad Makouar, mais les deux, à un moment donné, perdent pied avec la réalité. C'est ce que je vois, de ce que je comprends de ce qui a été dit dans le tour de table. On n'arrive pas à réprimer pratiquement une sorte de pulsion. Je ne sais pas si on peut appeler ça une pulsion. Oui, exactement. On peut dire que c'est une pulsion. Voilà, une sorte de pulsion. Et donc la folie, c'est un petit peu aussi ça. C'est qu'on n'arrive pas à se contrôler. La perte de contrôle existe dans les deux cas, la bipolarité et la folie. La folie, c'est un terme général d'abord. C'est pas un terme scientifique. Donc ce n'est pas un mot à dire parce que on parlait de la folie quand on distinguait pas, mais ce temps-là est dépassé. Maintenant, le médecin peut diagnostiquer la catégorie de la maladie
et prescrire les médicaments qui conviennent. On n'est plus dans le temps où les gens circulent dans les rues en train de crier, se déshabiller, tout ça. Heureusement, on arrive à soigner tout ça par les médicaments, mais on distingue. Quand on s'adresse à un psychiatre, il va faire la part des choses. Par rapport à ça, je voudrais revenir sur la famille et l'incidence que ça a sur la famille et en tant qu'association de famille. Et quand l'État se déclare et la famille ne sait pas quoi faire. Et des fois, des gens s'adressent à nous, ont peut-être déjà vu un médecin, n'ont pas encore vu, mais ils sont dans la panique. Ils sont dans la panique parce que ils savent pas ce qui arrive à leurs patients. Et donc, il y a une souffrance également quand il y a une maladie comme la bipolarité. Et une souffrance de la famille. On reviendra sur la souffrance justement de la famille, mais je pense que vous voulez réagir pour corriger quelque chose, Nadia Kaderi, professeur de psychiatrie. Alors, par rapport à tout à l'heure, vous disiez quelle est la limite entre le normal et le pathologique, c'est-à-dire comment on peut diagnostiquer. Très simple. Vous basez sur le fonctionnement antérieur. Par exemple, moi j'ai des patients qui savent, ils ont un passé, et ils me disent, dès que je commence, je me réveille d'habitude à 7 heures. Dès que mon sommeil commence à se décaler, c'est-à-dire à avancer, et que je me réveille normalement, plein de force, à 5 heures, je sais que je commence une crise. D'accord? Donc il y a un fonctionnement normal que la personne connaît, que les autres connaissent, et qui, du jour au lendemain, change. Sans aucune raison. C'est-à-dire que là, quand vous avez pris l'exemple de la Coupe du Monde, on était tous en état d'euphorie. Mais il y avait une raison objective. J'ai une dame qui est partie l'Umrah avec sa famille. Elle m'appelle, me dit, je suis en plein bonheur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré quelqu'un. Mais c'était totalement à côté. Maintenant, c'est-à-dire que le fonctionnement antérieur délimite le fonctionnement par la suite. Les gens le savent. Même le patient le savent. J'ai une patiente qui me dit, dès que je commence à marcher dans la rue et sentir que je suis plus haute que les autres, je sais que je déclenche. Donc les gens savent, connaissent leur fonctionnement, mais il y a un changement qui est là et parce que ça se répète, ils apprennent à le détecter. Excusez-moi, mais par exemple, pour l'exemple que vous venez de partager avec nous, ça paraît tellement pas rationnel. Voilà, c'est tellement pas rationnel. C'est pas de la folie, je me sens plus c'est une sensation. Voilà. C'est une sensation de grandiosité. D'accord, elles sont plus importantes. Ok. Et ça, c'est une sensation, elle ne l'explique pas, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'élément complètement objectif et j'ai envie de dire logique qui conduirait effectivement à cet état d'euphorie. On n'arrive pas à se comprendre. Quand vous me dites ça, je ne comprends pas ce que vous me dites. Mais ce qui est important, c'est que là, vous avez une personne qui fonctionne comme d'habitude. Elle peut être généreuse, elle peut être avare, elle peut être nerveuse, elle peut être... peu importe. Et du jour au lendemain, c'est la même personne, mais qui a l'habitude de dormir 6 heures pour être bien ou 8 heures, et du jour au lendemain, elle a besoin de 2 heures, elle se réveille en pleine forme. Vous avez quelqu'un qui d'habitude très tempéré, très shy, très en retrait, il vient vous dire... Vous n'avez, il vous aborde d'une manière agressive, par exemple. Pas agressive, trop familière. Trop familière. Et c'est pas lui. C'est pas lui. Vous avez quelqu'un qui, par exemple, il est très rationnel par rapport à la gestion de son argent, et du jour au lendemain, j'ai une patiente qui marchait dans la rue, elle voit 2 personnes qui ont eu un accident, et qui se bagarraient parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre sur les termes. Elle leur dit, tranquillisez-vous. Elle a sorti son chéquier. Vous avez des dégâts de combien? Je vous le donne. Et vous, il est parti. Après, il me dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous voyez, ce n'est pas de l'impulsion. C'est un fonctionnement qui fait que tout est facile. Je parle en phase maniaque. Tout est rapide dans la tête. Vous avez une personne quand vous lui parlez, vous avez des échanges. Elle vous écoute. Vous l'écoutez, vous échangez. Quand vous avez quelqu'un qui est en phase maniaque avec une tachypsychie, vous sentez qu'il a une pression d'idées qui est très forte. Et puis, il va vous parler tout de suite, il va vous raconter des choses qui sont tristes, il va pleurer, puis après il va rire, et vous vous rendez compte que ce n'est plus la personne que vous connaissez. Donc, quand vous parlez de critères scientifiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Votre regard, vous, en tant que personne, quand vous connaissez quelqu'un, c'est le cas des familles, des amis, ils vous disent qu'est-ce qui lui arrive.
il y a un changement. Mais pour le psy qui ne connaît pas l'historique de la personne. Mais attends, voilà. C'est une bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, c'est pas normal, le médecin m'a vu, en 5 minutes, il a fait le diagnostic. Je vous assure que le diagnostic est fait quand la personne se pointe à la porte, vous pouvez faire votre diagnostic. Parce qu'elle est en bouillonnement. D'accord? Elle va venir, elle va prendre votre stylo, elle va vous parler, ça c'est des cas extrêmes. D'accord? C'est la phase maniaque. Maintenant, ce qui est important à clarifier, parce que c'est très stigmatisant de dire qu'une personne avec un trouble bipolaire est folle, ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas jamais la personne qui a un trouble bipolaire perd contact avec la réalité. Parce qu'à posteriori, elle vous dit j'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai honte. Non, mais au moment des faits, il y a un moment donné. Même au moment des faits. Ah d'accord. Mais au moment des faits, elle est dans la facilité. Je parle de la phase maniaque. On n'a pas parlé de la phase difficile. Donc il n'y a pas de perte avec la réalité. La personne est ancrée à la réalité, mais c'est même pas des pulsions, mais c'est un bouillonnement dans son corps. Maintenant, la folie, scientifiquement, on peut la déterminer quand on a la perte avec la réalité, mais moi ça me dit pas ce mot. Mais c'est surtout quand vous avez des délires et des hallucinations. Le délire et l'hallucination, ça fait un diagnostic parce que vous voyez quelqu'un totalement weird, totalement bizarre. C'est pas le cas de patients de trouble bipolaire, sauf les cas extrêmes quand vous avez un trouble bipolaire, un accès maniaque ou une dépression avec des éléments délirants. C'est le cas les plus courts, les plus graves. Parce que, par exemple, il va vous dire, tiens, moi, je suis le Mehdi Montsadar, je suis le roi de tel pays, je suis une personne importante, j'ai des milliards, mais ça, c'est quand il est vraiment dans le délire. Ou là, quand il est en phase dépressive, il vous dit, Ana Ramchi Jahannam. Ana Ramchi Jahannam parce que j'ai péché. Je suis ruiné, j'ai ruiné ma famille. Il me dit, tenez, venez, regardez, votre travail est bon, vous n'avez pas... Il me dit, non. Et donc, c'est le seul moment où on peut parler, c'est même pas... par exemple, moi, je taquine mes patients quand ils ne veulent pas prendre traitement. Je dis, est-ce que vous voulez refaire une crise de folie, entre guillemets? C'est pas de la folie. La folie, c'est autre chose. Un trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur. C'est l'humeur qui est perturbée. Mais excusez-moi, Nadia Kadeli, vous avez dit le diagnostic, vous pouvez le faire pratiquement au moment où le patient entre justement donc voir son médecin. Et comment vous pouvez faire la différence entre une personne juste dépressive et une personne qui souffre de bipolarité? Parce que au final, c'est une bonne question. Voilà, c'est la continuité. Alors, pour faire un diagnostic d'un trouble bipolaire, il faut absolument qu'il y ait une phase maniaque. Ok. Le trouble bipolaire fait partie des maladies de l'humeur, des troubles de l'humeur. Les troubles de l'humeur, il y en a plein. Ok. Vous avez des gens qui font que des dépressions, des accès dépressifs. Et ceux-là, ils ont un trouble de l'humeur de type dépressif. Sur ce parcours de dépression, moi, je vous donne l'exemple d'un patient que j'ai suivi pendant une quinzaine d'années. C'est un grand monsieur qui a fait d'énormes choses pour ce pays, mais qui avait un trouble de l'humeur. Qui avait une dépression. Je l'ai côtoyé pendant une quinzaine d'années pour un trouble de l'humeur. À la fin de sa vie, il a fait un accès maniaque de feu de Zeus. Il est parti acheter 5 voitures en même temps. Ok? Et revenons à l'histoire. Je me suis rendu compte, il m'a dit, à l'âge, il avait dans les 75 ans, à 17 ans, il avait fait une crise similaire, et puis plus rien. Comme il ne faisait que des dépressions, il n'a jamais fait référence à l'accès d'il y a 17 ans, le traitement était différent, parce que le traitement des dépressions récurrentes ou de la maladie dépressive est différent du trouble bipolaire. Donc c'est hyper important. Donc je recommence. Pour faire le diagnostic d'un trouble bipolaire, il faut qu'il y ait une crise maniaque. Une crise maniaque, c'est une accélération de toutes les fonctions de l'organisme, cérébraux, sommeil qui va diminuer tout, mais elle est nécessaire. D'accord? Donc, mais que vous ne voyez pas toujours en consultation.
cette phase justement d'euphorie, parce qu'il peut venir avec des phases récurrentes justement de dépression. Oui, et c'est tout l'avantage de prendre son temps et de faire l'historique. Et tout à l'heure, vous avez donné un chiffre de 2%. Non, c'est pas 2%, c'est 5% la prévalence. Parce que vous avez plusieurs types. Vous avez par exemple des patients qui viennent pour une dépression. Et vous leur donnez un traitement dépression typique. Je ne parle pas de la dépression en termes général, je parle de dépression diagnostiquée par un psychiatre. Vous donnez un médicament, il vient vous voir par la suite. J'ai une patiente qui a fait une dépression, elle a été diagnostiquée correctement d'un traitement. Et bien cette dame, au bout de quelques semaines, elle a sauté au plafond. Elle avait un voyage, elle a fait une relation extra-conjugale, elle avait des choses très graves, mais elle était dans le bonheur total. En fait, cette dame a fait un virage maniaque sous antidépresseur. Et donc cette dame, elle est bipolaire, mais tout ce qui se présentait, c'était la dépression. Cette dame, le traitement a totalement switché. Surtout pas d'antidépresseur. Il faut qu'il y ait un autre médicament dont on parlera plus tard. Très bien. Maria, si vous voulez réagir, patiente bipolaire. Je voulais parler de la personne bipolaire qui est en accès. Si je parle de ma propre expérience, j'ai été diagnostiquée bipolaire en 2011 suite à un accès maniaque. Depuis, je n'en ai plus refait. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu d'accès maniaque qui soit revenu taper à ma porte, mais comme en cours de route, j'ai suivi une thérapie de groupe spéciale bipolaire, j'ai suivi une thérapie classique. Bref, je me suis outillée, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que la maladie, comment je peux la prendre par la main. Comme elle est chronique, il fallait qu'on s'apprivoise et qu'on fasse un joli chemin ensemble. Donc, j'ai compris quelles étaient les prémices d'un accès maniaque chez moi. Donc, du coup, les rares fois où, effectivement, j'avais un sommeil qui s'écourtait, que je me réveillais à 2h du matin comme si j'avais fait une nuit de 10 heures. Si les premières fois, je devenais active, je sortais de mon lit et je démarrais déjà ma journée. Aujourd'hui, il est impossible que cela arrive. Donc, du coup, je n'ai plus d'accès maniaque. Parce que j'ai compris que, quand il y avait des signes, je les amorçais. Alors, les premières fois quand ça m'arrivait, je sortais de mon lit, je démarrais ma journée, je voyais qui était connecté sur son téléphone, les personnes qui étaient réveillées à cette heure-ci, je les appelais pour faire la discussion. J'avais pas encore flambé, mais j'aurais pu flamber. Donc, par la suite, j'ai appris, je me réveillais, je me retournais de l'autre côté de mon lit où j'écoutais quelque chose et on avançait. Donc, je me dis que, effectivement, c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui peut être pénible, avec des dommages collatéraux, des douleurs diffuses par manque de connaissance de la maladie. Mais une fois qu'on connaît, qu'on maîtrise, c'est pas que c'est moins douloureux, c'est pas que c'est plus douloureux, c'est moins douloureux, mais on peut avancer. On peut avancer, on peut comprendre comment ça fonctionne Et aujourd'hui, par exemple, Nadia Ardeli, est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce que la science en sait un peu plus sur les facteurs, justement, qui conduisent certaines personnes, vous avez parlé d'une prévalence de 5%, à avoir justement ce trouble des émotions, ou cette maladie des émotions? Les facteurs sont multiples. C'est des facteurs, il y a un facteur héréditaire qui est indéniable. Donc c'est génétique? Héréditaire. Alors, c'est quoi la différence? Génétique, c'est les gènes. Héréditaire, c'est la transmission d'une vulnérabilité. D'accord? Mais dans tous les cas, nous savons qu'il y a des familles de familles de patients qui ont une bipolarité. Il y a des familles qui ont beaucoup de schizophrénie. Il y a des familles... Alors, une chose, les gens pensent que la maladie mentale est toujours due à un échec, à un divorce. Il y a toujours c'est-à-dire on socialise les causes. Mais en fait, non. La majorité des troubles mentaux ont un niveau d'hérédité qui est important, qui est variable. On sait que excusez-moi, mais l'hérédité, ça se transmet à travers les gènes, normalement. Oui, mais c'est pas par exemple, si vous avez les yeux d'une certaine couleur, votre maman, votre papa va vous transmettre la couleur. Vous aurez cette couleur, donc c'est anatomique. En matière de troubles mentaux, ça transmet c'est pas même des liens. C'est une transmission
de facteurs de vulnérabilité qui peut être petite, peut être grande. Vous voyez. Donc c'est pour ça que je continue sur les causes, comme ça on ne va pas se noyer. Donc, et au niveau du cerveau, on sait qu'il y a des perturbations des neurotransmetteurs, des perturbations du fonctionnement du cerveau. Et qui est très important, c'est que c'est périodique. Par exemple, le trouble bipolaire, c'est une maladie. Il y a des gens qui vous disent, moi j'ai plein de patients, on se prépare. On sait que bon, la personne, elle va faire. J'ai une patiente qui, hier, on faisait le décompte, elle a fait une crise. Si elle m'écoute, je lui passe mon grand bonjour, c'est une grande dame. Elle a fait une crise il y a 1 an, très forte, crise maniaque. Elle a fait plein de dégâts dans sa famille. Et donc, elle a duré 2 mois, la crise, le temps de faire plein de choses. Et puis, elle est tombée en falaise. Et là, elle n'avait même pas la force de parler, ni de se réveiller. Elle dormait 16 heures par jour. Elle était totalement anéantie. Elle est restée dans cet état pendant des mois. Et puis, comme par hasard, elle s'est réveillée début été. Elle a flambé. Et puis, elle est retombée. Pendant... Alors, du mois de juillet à il y a quelques semaines. Et là, elle me dit, help, je commence à... Et donc, on a arrêté tout ce qu'il faut arrêter pour qu'elle se calme. Et aujourd'hui, elle n'est pas calme. Et je la supplie de ralentir. Il y a le traitement. Elle triche dans les traitements parce que cet état d'élation, même si elle sait que elle va tomber, elle le continue parce que c'est très agréable. Les gens adorent. C'est pour ça que les gens ils vous disent Allahumma flaxé ou là la dépression. Parce que le pire du trouble bipolaire, c'est les phases dépressives. Les phases dépressives où il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de souffrance. Vous avez quelqu'un qui baisse les rideaux et il est allongé nuit et jour. Les enfants elles n'arrivent à rien faire. Donc c'est quelque chose. Et tout ça, elle le maîtrise pas. C'est dans son cerveau qu'il y a, d'une manière périodique, il y a des choses qui se dérèglent, soit vers l'accès, soit vers le bas. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une partie hormonale qui joue? Hormonale, non. Le sexe ratio est de 1. Si c'était hormonal, il y aurait plus de femmes ou plus d'hommes en fonction des hormones. C'est des neurotransmetteurs dans le cerveau qui sont perturbés. D'accord? Après, stress. C'est important. Mais la gestion, quel est le rôle de l'environnement? Le rôle de l'environnement est un rôle qui est précipitant et aggravant. Par exemple, la majorité des troubles mentaux graves se déclenchent à l'adolescence, aux alentours de l'adolescence. Et donc, à cette époque-là, que la personne va déclencher une crise. Et là, ça va le déclencher soit qu'elle a échoué son bac, une rupture amoureuse, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça que les gens vous disent, elle a fait ça parce qu'il est arrivé ça. Mais non, le facteur environnemental qui est arrivé, l'événement de vie stressant, il a enlevé ce qui cachait la vulnérabilité et la maladie. Ça agit comme un déclic, par exemple. Le déclic, ok. Après, là, c'est important, la gestion de stress. On va pas le faire quand on est en phase dépression, en phase maniaque. Là, il faut courir pour sauver la personne. Mais la phase de stress, la gestion, on parlera tout à l'heure, comment aider la personne qui a un trouble bipolaire pour qu'elle se gère en dehors des crises. Très bien. Fouad Makwa, vous voulez réagir, président de l'association. Elle a donné des informations importantes et moi je rajoute une chose, c'est que généralement le médecin décide vraiment la maladie après 6 mois. Parce qu'il y a des fluctuations qui peuvent arriver. Non, mais il faut qu'on se mette d'accord parce que 5 minutes, 6 mois. Oui, non, mais je veux dire pour décider. Dans un premier temps, effectivement, des gestes, des mouvements, on peut voir que cette personne est bipolaire. Alors 6 mois, ça serait pour faire quoi? Pour s'assurer, parce qu'il y a une espèce de rapprochement entre les maladies et les médicaments qu'il faut donner. Et donc, il y a tout un dosage du psychiatre pour maîtriser dans quel cas il va mettre la situation de cette personne. C'est pas facile.
il y a à classer, parce qu'on peut voir un médecin et au bout d'un certain temps, on peut changer de médecin et avoir un traitement qui change. Il faut le dire, ça arrive malheureusement. Je ne sais pas si vous voulez peut-être réagir par rapport à cela, en termes peut-être d'expérience et puis personnelle ou éventuellement de parcours autant que psychiatre. Nadia Kaderi, vous avez trouvé un petit peu 6 mois pour poser le bon diagnostic. Attendez, quand je vous ai dit on peut faire le diagnostic à l'observation du patient, c'est pour vous donner un clin d'œil de ce que c'est. Mais bien entendu, quand on voit un patient, on va faire le diagnostic clinique de l'état actuel et en fonction de ce qu'on va récolter, on va voir pourquoi il vient nous voir, quelle est la souffrance. Les gens ne vont pas voir un psychiatre pour le plaisir, ils vont le voir parce qu'il y a quelque chose. Et en fonction de la demande d'elle ou de la famille, vous allez établir votre diagnostic et vous allez faire le corrélat avec les antécédents. Si moi je ne suis pas d'accord, jamais, et c'est pas 6 mois. Si vous avez quelqu'un qui a un accès maniaque maintenant, il est bipolaire. C'est automatique, d'accord? Le cas, ce que peut-être dit Monsieur Mkwar, c'est peut-être dans des cas où la symptomatologie est fruste, parce que ce qu'on raconte aujourd'hui, maintenant, c'est les cas les classiques. Mais bien entendu, en médecine, toute la médecine, le classique est le plus, c'est par exemple quand vous avez quelqu'un qui est délirant et on ne sait pas cet état délirant, il dure depuis combien de temps, est-ce qu'il y a des éléments chimiques avec ou pas. Donc, c'est pas notre propos. Notre propos aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est un trouble bipolaire? Un trouble bipolaire, c'est une maladie, encore une fois, biologiquement déterminée, qui tombe sur quelqu'un qui a peut-être de l'hérédité ou pas, qui doit apprendre à gérer. Et autant la phase maniaque, elle peut être sympathique, c'est ce qu'on appelle l'hypomanie, où vous avez la personne qui est juste un petit peu au-dessus, ou vous avez une phase maniaque très, très sévère qui peut être allée dans l'état délirant. C'est-à-dire que quand la phase maniaque est faible, vous avez appelé ça l'hypomanie, pas besoin forcément d'un traitement? Oh, si. Si, quand même. Oui, parce que aujourd'hui je fais une hypomanie, je ne la soigne pas, la fois d'après je ferai un accès maniaque très sévère. L'hypomanie vous dit que vous avez un trouble bipolaire. Et un trouble bipolaire a besoin d'un traitement. Bouchra Benieza, peut-être une réaction art-thérapeute, psychothérapeute. Alors moi, je vais parler de mon expérience au centre psychiatrique et en dehors. Les personnes que j'ai pu voir au centre psychiatrique en accès maniaque, impossible de les canaliser ou de leur demander de se concentrer en séance. Donc on attend qu'ils baissent, que cette énergie baisse. Après, ils peuvent produire des choses. Et ils sont en général très actifs, très familiers, J'ai l'exemple d'un monsieur que j'ai vu il y a 1 mois, qui est sorti de l'établissement et qui a arrêté son traitement et qui a été de nouveau hospitalisé. Et je le retrouve dans cette clinique. Et il vient, alors moi je vais pour lui dire bonjour normal, et il me prend dans ses bras et il me serre, et en plus grand, et il commence il me dit, et il y avait personne autour, et sa main qui commençait à descendre. Et j'ai dû, avec le regard, et appeler de l'aide. Et en fait, il avait une hypersexualité. Ce monsieur, à Tanger, est sorti un soir et il a eu des rapports sexuels toute la soirée, jusqu'au matin. Et en fait, c'est le concierge qui a prévenu sa famille à Kazan en leur disant, voilà, et ils l'ont ramené. Donc ça... Mais ça c'est intéressant parce que ça pose aussi la question de la responsabilité juridique en cas de problème grave, parce qu'il peut y avoir des problèmes éventuellement. Ça dépend des phases, ça dépend bien sûr de l'intensité qui diffère d'une personne à une autre. On imagine que des cas graves, ça peut exister et il peut en résulter des conséquences plutôt fâcheuses, j'ai envie de dire. Par exemple, un autre cas qui a eu un accident de la voie publique. Alors, il est responsable ou pas, justement? Elle est responsable ou pas, cette personne qui serait dans ces situations?
Alors je vais demander à professeur Kaderi de dire, je vais pas m'engager. Non, mais parce qu'à un moment donné, ce genre de dossier risque d'arriver au tribunal. Ce que vous dites est très important. Parce que il y a beaucoup de patients qui sont emprisonnés parce que ils ont commis des actes médico-légaux ou ils ont fait des emprunts faramineux pendant leur accès maniaque. Et on a eu, je vais m'autoriser à le dire, on a eu plein d'échanges avec les magistrats. Le magistrat n'arrive pas à vous dire cette personne n'est pas folle. Mais elle peut demander une expertise. Même avec l'expertise. Si les pères, les psychiatres, excusez-moi, mais j'essaie de comprendre, parce que si par exemple moi je suis magistrat, donc je suis juge, je n'arrive pas à qualifier une personne, est-ce qu'elle est responsable ou pas responsable de ses actes? Ce que je vais demander, c'est une expertise. Cette expertise doit être menée par un professionnel de la santé mentale, notamment un psychiatre ou quelque chose qui ressemblerait à ça. Et si un collège de psychiatres, 2-3 psychiatres me disent effectivement que cette personne ne peut pas être tenue pour responsable, je peux prendre ma décision fonction d'un avis médical, scientifique, avec des évidences scientifiques, j'ai envie de dire. L'avis de l'expert est consultatif. Il n'est pas décisif. Mais ça couvre la responsabilité du juge, donc il peut prendre la décision en fonction de cet élément. Je vous assure, ce que vous dites est très important, mais la réalité, la majorité des patients qui sont bipolaires et qui sont en prison, on galère à prouver qu'ils étaient dans un état où l'irresponsabilité peut s'appliquer. D'abord, il y a certains qui ne se font pas soigner. Et donc, dans un accès maniaque, ils ont fait les choses. Donc, il n'y a pas d'antériorité, il n'y a pas de papier. Et même je vous donne l'exemple d'une personne. Ça, alors, elle était chez elle et elle était en bouillonnement. Elle a disparu. La famille ne le retrouvait plus. C'était la veille de l'Eid al-Adha, et donc tout était fermé. La famille l'a cherchée. Et en fait, au bout de 4 jours, quand elle était emprisonnée parce que cette personne, qui paraît normale, est partie rôder autour du palais pour dire « je veux ma femme, qui est la princesse ». Était dans un état maniaque très sévère, délirant. Et la famille, avec des papiers, des documents, elle a eu tout le mal du monde à le faire sortir de prison. Je vous parle de réalité. D'accord? Donc les actes médicaux, surtout que les patients qui ont des troubles bipolaires sont enclins à aller dans le plaisir. Madame Nisa Bouchra a parlé de la sexualité, c'est une réalité parce que tout est enflammé. Vous avez des femmes qui n'ont jamais eu qui sont très conservatrices, elles se retrouvent dans des situations où après se disent, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? D'accord? Donc, c'est une réalité. C'est pour ça qu'il faut et je vous remercie beaucoup pour l'émission. Parce que, comment faire pour faire accepter l'idée à des magistrats? Il y a certains qui l'acceptent, mais d'autres, ils vous disent, pas possible. Regardez, il est normal. Il fonctionne totalement normalement. Oui. Le juge n'est pas qualifié pour dire s'il est normal, si la personne est normale ou pas. Oui, tout à fait. Mais mon avis en tant qu'expert n'est consultatif. Il vous dit, aujourd'hui, parce que c'est un but. Quelqu'un qui va prendre 10 millions de dirhams d'une banque pour un projet qui est bidon, il vous dit, il a arnaqué la banque. Oui, mais, vous voyez, c'est difficile à faire accepter la chose. Et c'est ça toute la difficulté. Et c'est d'où l'intérêt de faire le diagnostic et la prévention de crise. D'accord? Moi, je laisse monsieur parler. Non, allez-y, Nadia. Juste un mot pour ça. C'est qu'effectivement, pour la loi, il est responsable. Ils veulent rien savoir. On a eu des cas comme ça récemment. Excusez-moi, mais est-ce que c'est pareil dans tous les pays ou est-ce que... c'est variable selon les pays, mais au niveau du Maroc, je sais, par rapport aux experts comme Dr Kadiri, quand il y a des cas qui se présentent, ils sont responsables. Récemment, nous avons une personne qui suivait avec nous des ateliers thérapeutiques. Il était normal et tout ça. Il est bien, mais il communique avec... il veut communiquer avec Arnouch, avec le roi, avec je ne sais quoi. C'est sorti dans la presse d'ailleurs. Et il a été emprisonné. Il n'y a rien à faire.
C'était, il paraît-il, pour extroquer de l'argent, mais je ne sais pas si c'était la raison. Dans tous les cas, il cherchait, il a toujours les numéros de téléphone, je ne sais pas comment il les trouve, toutes les personnalités, et il était fier de parler. Nous, on l'écoutait, on pensait qu'il s'amusait, mais le jour où on a appris qu'il était emprisonné, on était surpris, parce que lui, ça lui donne cette valeur de pouvoir... C'est Mehdi. Tout à l'heure, quand on a débuté l'émission, vous me disiez, mais quelle est la limite Tout à l'heure, vous le disiez vous-même. Quelle est la limite entre quelqu'un qui veut faire quelque chose et le pathologique? Eh bien, on est dedans. Et c'est le raisonnement des magistrats. Comment vous pouvez me dire que cette personne n'a pas arnaqué d'une manière sciente, alors, et qu'elle est en phase maniaque? Tout ça. Enfin, parce que la personne est suivie médicalement pour un trouble, par exemple, de la bipolarité, que vous êtes médecin, que vous êtes qualifié pour reconnaître un trouble de ce qui ne l'est pas. Mon avis est consultatif. Oui, non, mais j'ai bien entendu, mais ce qui est peut-être intéressant aujourd'hui, et d'ailleurs, peut-être cette émission servira au moins à cela, c'est peut-être que, comme on est en train de revoir l'arsenal juridique, le code pénal, etc., c'est peut-être intéressant de se dire comment ça se passe ailleurs, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, comment on traite ce genre de situation, parce qu'on ne peut pas moralement mettre en garde à vue ou là en prison carrément une personne si cette personne n'a pas le plein contrôle de son J'ai travaillé dans des pays étrangers et je vous assure que la galère est pratiquement la même. Ah, c'est la même. Et imaginez que vous, c'est normal. Là, vous animez une des émissions les plus sympas au Maroc et manque de peau, vous faites une crise maniaque. Et vous faites un truc très répréhensible. Qui va vous croire? Qui croira que vous l'avez pas fait d'une manière sciente? Vous voyez? C'est surtout les gens qui n'ont pas d'antécédents. Et ils font une crise maniaque, ils font des trucs qui sont très graves, orientés. C'est pas de la folie, parce que ils vont emprunter de l'argent, ils vont coucher avec des gens, ils vont faire des infidélités, ils vont rouler à 160 à l'heure, ils vont aller s'alcooliser, vous voyez? Donc, et c'est ça là qui sont. C'est pour ça que, par exemple, dans les autres pays, on veut les mettre, il y a un processus de les mettre sous curatelle. Il y a la tutelle, il y a la curatelle. C'est quoi la différence? Alors, la tutelle, elle est permanente. D'accord? Et la mise sous curatelle que nous n'avons pas, et que ça serait très bien, c'est que le patient, quand il a des antécédents, soit d'accord que quand il commence la crise, qu'il soit protégé, qu'il soit mis sous curatelle. On essaye de faire... En des termes plus simples, ça voudrait dire quoi? Qu'on va par exemple l'hospitaliser malgré sa... Là, monsieur, l'hospitaliser, il ne va plus gérer son argent. Ah, d'accord. Non, il va plus gérer son argent, il va plus pouvoir emprunter, il va... Tous les actes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se ruinent pendant ces phases. Et donc, ailleurs, on essaye c'est-à-dire on met en place des systèmes de curatelle pendant les phases de manie. D'accord? Qui vont les protéger. Ici, nous n'avons pas ça. Par exemple, ce qu'on fait, comme travail pour équivalent, même si la loi n'y est pas, c'est qu'on se met d'accord avec la famille que d'abord, il y a dans toutes les chèques, il y a une double signature. Et donc, quand ça commence à signer, il peut pas. Dans toutes les prises en charge, il sait quand est-ce que ça démarre, ou la famille, et donc on l'entoure plus. Vous voyez, pour le protéger de lui-même pendant ces phases. Ok? Alors, nous parlons beaucoup de la phase maniaque, qui paraît très heureuse, qui ne l'est pas dans la réalité, parce que ça casse des vies, et ainsi de suite, mais nous n'avons pas parlé de la phase dépressive, parce que quand on a dit que c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui démarre, et il y a une périodicité. Par exemple, en été ou au printemps, il y a des malades qui démarrent leur crise soit en été, soit au printemps, soit c'est périodique. Il y a une périodicité même, par exemple, tous les 5 ans, chaque année. Les gens qui n'ont pas de bol, qui n'ont pas de chance, ça peut être ce qu'on appelle des cycles rapides. Il va, par exemple, comme ma malade dont je vous parlais, que j'adore, c'est ce qu'on appelle, un cycle rapide. C'est-à-dire, elle fait 3-4 crises par an. Il y a de la setibni, parce que qu'est-ce qui se passe? Je construis dans la vie, on construit. Imaginez que vous êtes en train de construire un mur, vous êtes à la phase d'un muret, et vous balancez le tout.
et vous redémarrez avec le regard des gens, avec la stigmatisation, avec les gens qui ne vous croient plus, qui ne vous font plus confiance. Vous passez par une phase où vous redevenez, après plusieurs mois, ça dépend des gens, parce que quand on fait une crise, c'est on détruit tout. Donc on doit reconstruire dans le cerveau, dans les relations, dans le travail, et vous commencez à reconstruire, et puis tout est balayé. D'accord? Et donc c'est ça le problème. Maintenant, le suivi, ce qui est important, c'est que donc au début, il peut y avoir des alternances, phases manie, phases dépression, ou il y a des gens que des phases maniaques, ou des gens qui font 3 dépressions et une manie, ça dépend. Mais ce qui est important, c'est qu'en fin de vie, parce que c'est une maladie qui est là, qui se traite, mais dont on guérit pas, qui se stabilise comme le diabète, comme l'hypertension, et que c'est hyper important. Quand elle n'est pas soignée, quand elle n'est pas bien prise en charge, la polarité, elle est plus vers la dépression. Et les gens passent des mois, des années en dépression. Qu'est-ce qu'on appelle le syndrome mixte ou les syndromes mixtes? Alors, l'état mixte est un trouble de l'humeur où vous allez voir, je viens de voir une dame hier qui me dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais plus, est-ce que c'est une phase maniaque ou une dépression? Elle a par exemple, elle a les troubles de sommeil, la tachypsychie, l'irritabilité de la phase maniaque, et elle est très triste, elle pleure, elle est extrêmement anarchique, elle fait 10 000 choses en même temps, et donc l'état mixte est un trouble de l'humeur où il y a les signes de l'accès maniaque, des signes de l'accès dépressif en même temps. C'est ça l'accès maniaque. Marianne Clichy, je voudrais revenir avec vous sur finalement cet aspect aussi, on a parlé de la maladie, mais ce qu'elle cause aussi en termes de relations sociales, de stigmatisation est très important. Comment est-ce qu'on le vit lorsque justement on est dans cet état, dans cette bipolarité, puisque c'est notre sujet aujourd'hui? Est-ce que ça alourdit encore plus le traitement? Est-ce que véritablement le médecin peut à la fois soigner, traiter la bipolarité, mais aussi les conséquences sociales de cette pathologie? Maria Clichy. Alors moi personnellement, je n'ai pas eu à subir la stigmatisation parce que, comme je l'ai dit, j'ai accepté ma maladie et j'ai remercié le Tout-Puissant. Sans accepter, on peut vraiment pas avancer, sérieusement. Mais par contre, la bipolarité, c'est un petit peu ma mission de vie. Donc, j'ai écrit un livre dans ce sens. J'ai publié un livre pour justement tendre la main, me mettre à nu, dire que je suis bipolaire sans aucune forme de honte ou autre. Parce que je vois autour de moi, depuis des années maintenant, des personnes qui souffrent d'un trouble de l'humeur, des familles qui ont quelqu'un de malade. Et il y a une souffrance, il y a la souffrance de la maladie, il y a les dommages collatéraux, et il y a qu'on tait cette maladie, qu'on se cache cette maladie par rapport à la société, au lieu de mettre cette énergie à guérir, à comprendre et informer. Donc oui, pour moi, d'une chaîne humaine, pour desserrer cet étau et libérer aussi bien le malade, libérer les familles, pour s'atteler à réellement comprendre qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que la bipolarité, d'où elle vient, comment elle se soigne, comment elle se stabilise, parce qu'elle peut se stabiliser. Aujourd'hui, je suis là à côté de professeur Kadiri, à côté de Boucha Abniza qui m'ont accompagnée, et je suis stable. J'ai des moments qui parfois ne sont pas évidents, mais qui n'a pas de moments pas évidents dans ce bas monde? Donc pour moi, il faut vraiment s'atteler à déstigmatiser, à briser le tabou. C'est comme, je saute un petit peu d'une idée à l'autre. Dans le milieu professionnel, que de personnes ont un trouble de l'humeur, ou peut-être même juste passent par un deuil ou par un burn-out ou une maladie mentale X. Et ces personnes-là, en général, sont incapables de poser un dossier maladie ou d'en faire part à leur supérieur ou au DRH. Parce qu'on ne peut pas parler. Malheureusement, la maladie mentale, en général, c'est le vilain petit canard. Mais vous, par exemple, au niveau professionnel, comment vous avez fait pour surmonter pratiquement les certificats, le regard de l'autre, quand la maladie mentale a frappé à ma porte, je venais de sortir d'un cancer du sein, j'étais en train de me reconstruire, j'avais quitté le milieu professionnel et je démarrais des projets personnels.
Et quand est arrivée la maladie mentale, j'ai cherché à sauver ma peau, j'ai cherché à aller vers un mieux-être. Et de là, j'en suis arrivée à l'écriture-thérapie et à soutenir cette cause. Donc pour moi, pour revenir au milieu professionnel, les gens se cachent de leur maladie. Ils peuvent pas, dans leur milieu professionnel, déposer un dossier maladie. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que un malade, je dirais, voilà, il faut le dire clairement, un malade mental, un bipolaire, ben ça dérange même dans la famille, même dans, voilà, on est repoussé parce qu'au lieu de dire bon ben il y a une pathologie qui est là, on dit peut-être c'est une personne qui est capricieuse, qui est manipulatrice, c'est repoussant. La maladie mentale, c'est repoussant. Maintenant, pour avoir vécu un cancer juste avant, et j'accompagne aussi des personnes qui vivent un cancer du sein, etc. C'est un autre regard. La société porte un autre regard. Bon, il y a la peur de la mort, etc. Mais on va soutenir cette personne. Donc, moi, je dirais, il faut revoir la copie un petit peu. Il faut que la société revoie la copie par rapport à la bipolarité, parce que ça se stabilise. C'est chronique, mais ça se stabilise. Alors ça, c'est vraiment par rapport à la maladie en elle-même, mais Bouchra Benija, moi je voudrais vraiment revenir sur l'aspect social, l'aspect personnel, l'aspect aussi travail professionnel. Est-ce que ça vous rend la tâche plus ardue lorsque la personne, à la fois vous devez la soigner, la traiter en tout cas par rapport à sa maladie, mais aussi ce qu'elle peut engendrer, parce que ce sont deux dossiers complètement différents. Est-ce que il y a une approche différenciée, ou est-ce que pratiquement dans les mêmes séances pour traiter le mal psychologique ou psychiatrique, on doit aussi, et on peut surtout, autant que professionnel de la santé, traiter les à côté encore une fois? Bouchra Benija. Alors, je travaille depuis 15 ans au centre psychiatrique universitaire, donc on reçoit une population très souvent qui n'a pas les moyens, on va dire les choses simplement, des gens modestes, de conditions défavorisées. Eux, il y a une approche très particulière, parce que très souvent, quand il y a un accès, la famille ramène le patient, c'est-à-dire le frère, la tante ou la sœur, et ils n'ont aucune connaissance de la maladie. Ils veulent le poser là parce qu'ils sont dépassés et quelque part s'en débarrasser, ne serait-ce que pendant un temps. Et très souvent, et je rejoins ce que dit le professeur Kaderi, très souvent, il y a des périodes, et pendant l'Aïd, quand soit l'Aïd Kbir, alors ça c'est une fête particulière, ou là l'Aïd al-Fitr, les familles ramènent les patients parce qu'ils commencent à perturber l'équilibre familial, et surtout, on le sait, même s'ils ne le disent pas, ils veulent passer l'Aïd tranquille, parce qu'il y a une méconnaissance de la maladie. La psychoéducation, je trouve qu'elle n'est pas assez accessible. Elle doit être simple. Déjà expliquer la maladie pour que ce soit accessible à ces gens-là. Mais Bouchra Benija, quand bien même on leur expliquerait la maladie, quand bien même ils seraient des spécialistes de la compréhension de cette maladie, résidera peut-être le point le plus important, peut-être, je parle sous votre contrôle, c'est la confiance qu'on peut placer en cette personne éventuellement, parce que c'est surtout un sentiment peut-être de peur, beaucoup plus qu'un sentiment de rejet. C'est la peur qui engendrerait le rejet et non pas autre chose a priori. Oui, mais là on parle de bipolarité. Exactement, on parle de bipolarité. Donc la bipolarité, comme ce qui a été dit depuis le début, les personnes semblent normales, elles discutent, elle n'a pas d'hallucination. Mais elle peut switcher. Oui, elle peut switcher si elle est pas soignée, peut-être au bout d'un certain temps. Mais c'est pas des schizophrènes. C'est pas un schizophrène. Une personne, moi je vois à l'hôpital très souvent les jeunes femmes qu'on nous ramène, qui viennent de l'Bedia ou dans des parages, ils ont trouvé, je me souviens, des mères qui disent, oh là, les tantes, alors tant qu'elle fait le ménage, elle nettoie, elle cuisine, elle est top. Tout va bien. Ouais. Dès qu'on sent qu'elle devient irritable, parce qu'il y a l'irritabilité, on la ramène. Vous voyez, donc l'entourage a une méconnaissance, et ça doit être expliqué. Merci de nous recevoir. Donc là, on en parle, mais ça serait bien que ça passe à la télé, qu'il y ait à l'école, qu'on a expliqué la maladie avec des choses simples. D'ailleurs, le Cinepsi, je profite de l'occasion, le Cinepsi Maroc, c'est un congrès, on va dire, qui accueille les familles. Il est adressé aux familles et aux usagers de la psychiatrie et aux patients.
Et face à eux, il y a les professionnels de la santé mentale pour qu'ils communiquent. Et le point commun des deux, c'est des films documentaires qui racontent la réalité de la maladie. Et on ne montre pas que notre réalité, on montre la réalité en France, en Belgique, dans les autres pays, comment ils vivent. Et depuis qu'il existe, les familles, celles qui sont à l'hôpital, parce que je les invite à venir, qui ont une méconnaissance de la maladie ailleurs, ils réalisent que, waouh, on peut traiter ça comme ça, et donc du coup, ils sont moins réticents, moins agressifs. Mais après, il y a des familles qui sont, excusez le terme, je vais être très trivial, des têtes de cons, parce que même si on leur explique, excusez-moi, ils sont obtus, ils ne veulent pas, parce qu'ils veulent ou se débarrasser, ou ils n'ont pas l'énergie, ou ils veulent, voilà. Et puis, ça reste tabou. On a un problème au Maroc, la maladie mentale, c'est tabou, c'est chômant, on va les cacher. Non. On l'associe encore aux démons, ça existe. Oui, il y a certains. En tout cas, à l'hôpital, il y a beaucoup de ça. Hein. Ouais. Fouad Makouar voulait réagir, président de l'association. Effectivement, là, je pense qu'on peut parler de l'association, son rôle, par rapport à ça, puisque nous avons un programme pro-famille. Et justement, la famille dans tout ça suit une psychoéducation de 14 séances pour pouvoir donc comprendre la maladie, comprendre le cerveau, qu'est-ce qu'il arrive dans le cerveau, comprendre les médicaments. C'est du travail du médecin. Après, il y a tout un travail de communication, comment réagir avec un proche quand il est en crise, qu'est-ce qu'il faut faire et comment communiquer pour qu'il ne tombe pas en crise, etc. Donc tout un travail que nous organisons pour aider la famille. Parallèlement, donc, on organise des conférences en présence des psychiatres pour parler de la stigmatisation et tout ce qui peut arriver au sein de la société qui n'accepte pas donc la maladie facilement. Alors, il y a un autre volet qui a été soulevé effectivement, qui est très important et qui revient souvent. C'est faut-il déclarer ou pas vis-à-vis d'un employeur. Oui. Si on déclare, on vous dit au revoir parce que vous êtes non mais je comprends pas. Mais juste un point. Mais pourquoi vous voulez déclarer la spécificité de la maladie? Non, parce que vous savez l'aspect pourquoi. Simplement au niveau légal, vous n'êtes pas obligé. Vous avez un certificat médical d'un psychiatre. Point barre. Je veux dire, ça s'arrête là. Mais j'explique pourquoi. J'explique pourquoi. Parce que malheureusement, un malade, c'est pas quelqu'un qui a un état continu et stable. Et donc à un moment, il va vouloir peut-être s'absenter 2 ou 3 jours, il va partir plutôt 2 heures avant, il se sent pas bien. Et donc, ses comportements par rapport à un employeur, lui, il sait que les gens viennent à 9 heures pour partir à 4 heures ou je ne sais à quelle heure. Et donc, là, il peut pas remplir ce cahier de charge. Il peut pas le remplir. Et donc, là, si on déclare la maladie, ce serait une bonne chose. Dans les autres pays, on parle d'emploi adapté, on parle de formules. Pourquoi? Pour que ces gens soient insérés et acceptés dans la société. Nous, moi, j'ai vu pas mal de cas de personnes, et ils se mettent au travail, bon, ils travaillent à fond, au bout d'un an et demi, ils craquent, ils sont en crise. Ça y est, parce que ils ne peuvent pas supporter un rythme normal de tout le monde. Et s'il y avait un employeur qui accepterait des aménagements, il pourrait la situation pourrait durer plus longtemps. Voilà. Donc, Nadir Kaderi, professeur de psychiatrie. Je vous laisse réagir justement un petit peu à cet aspect stigmatisation. Est-ce que ça rend la tâche plus compliquée aux psychiatres dans le traitement? Encore une fois, parce que j'ai l'impression que ce sont 2 sujets différents. Un, vous soignez le malade par rapport à sa pathologie, mais 2, quand il s'agit des interactions sociales et professionnelles, l'impression qu'on ouvre un autre chapitre. Est-ce que les 2 vont ensemble lors de la séance qu'on a justement où cale le patient avec son médecin, ou est-ce que ce sont 2 étapes différentes? On doit d'abord traiter la pathologie en elle-même, et puis après on traitera les aspects sociaux par la suite. Nadir Kaderi. Alors d'abord, la stigmatisation, c'est quoi? La stigmatisation, c'est à cause d'une différence d'un label, la personne est humiliée ou rejetée. D'accord. Et quand qu'on a un trouble mental, quel qu'il soit, qu'il soit trouble bipolaire ou autre, la stigmatisation se passe à plusieurs niveaux. Elle se passe au niveau famille. Une femme mariée, dès qu'elle lève, par exemple, elle critique son mari sur n'importe quoi, il va lui dire aussi le redit doigt direct.
D'accord. Ça se passe au niveau voisin. Quand il y a un malade dans le voisinage, les voisins s'éloignent. Ça se passe au niveau nous, par exemple, en tant que psychiatre, les gens se méfient de nous. Moi, j'ai beaucoup de patients. Quand je les rencontre dans la rue, bon, j'ai mon conjoint qui est aussi médecin. Quand il vous rencontre ses patients, ils viennent, ils l'embrassent. Moi, je ne peux pas parler à mes patients quand je les rencontre, là où je suis, parce que je ne sais pas comment ils vont réagir. Soit qu'ils m'évitent totalement, parce que s'ils me parlent, ça veut dire qu'ils me connaissent, et s'ils me connaissent, c'est qu'ils sont malades mentaux. Et ça, c'est intolérable. D'accord? Donc, même nous, on est stigmatisés. Même quand on envoie un patient chez un médecin, un dentiste, il est stigmatisé. La stigmatisation se passe au niveau des institutions. Pourquoi les gens ne se déclarent pas? Monsieur a parlé de se déclarer. Se déclarer, c'est juste donner un certificat ou une ordonnance. Se faire rembourser est une déclaration de maladie mentale. Et beaucoup de gens qui ont leur mutuelle ne se font pas rembourser pour que le patron ne sache pas qu'ils sont suivis par un psychiatre. Dès qu'un, par exemple, surtout dans pas les organismes publics et ainsi de suite, mais quand vous avez des institutions privées, on peut mettre la personne dehors parce que elle est malade, même si elle ne s'absente pas. Vous avez dit un mot très important tout à l'heure. Vous avez dit la peur. Eh ben, une des causes majeures de la peur, de la stigmatisation, c'est ce ressenti de peur. Vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un particulier, qu'est-ce que vous faites? Vous changez de chaussée. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Et la peur est tant que les gens ont peur, ils stigmatisent. Et donc le travail à faire pour moins de stigmatisation doit d'abord venir du patient. Et tout le travail, c'est comment dire au patient, et là, c'est que كاين شي حاجه فيك اللي ماشي هذيك اما ما غاسلش ولا ما لابسش مزيان ولا مزيان في نقي في حالتك ولا. Et donc tant que vous prenez votre traitement, vous allez paraître comme monsieur et madame tout le monde et les gens ne vont pas vous stigmatiser. Moi, j'ai quelqu'un hier qui... Mais c'est une double charge mentale pratiquement pour le patient, parce qu'à la fois il doit se soigner, se traiter, mais aussi il doit faire attention aux autres pour ne pas les heurter. Oui, c'est pas faire attention, c'est être dans la norme. الحياة كتبغي une norme, كتبغي des limites. Et donc, s'autoriser à faire n'importe quoi, ça cause le rejet. Et donc, de mon travail, par exemple, hier, un patient qui est bipolaire et qui veut se marier, et il a rencontré une dame, ils se sont vus 2 fois, où il lui a dit, je suis malade mentale, mais pourquoi? Parce qu'elle a peur. Cette fille a envie de se marier, mais elle n'a pas envie de se marier avec un malade. Donc, il faut d'abord, par exemple, moi ce que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui veulent s'unir à quelqu'un et le futur ou la future partenaire viennent et on discute. Et puis, il faut laisser le temps à l'autre de vous connaître avant d'énoncer la maladie. Parce que quand il vous connaîtra, il saura que vous pouvez être normal, vous êtes normal. Donc il y a c'est des choses très subtiles, mais qui sont importantes. D'accord? Je suis désolée, mais je dois parler de quelque chose. Je dois parler du suicide. Vous savez que 90% des cas de suicide sont dus à la dépression. La dépression, dans le cas du trouble bipolaire, de la dépression récidivante, mais le trouble bipolaire est aussi pourvoyeur de suicide quand on est mal soigné. Soit que la personne a fait, alors moi j'ai plein de personnes qui ont fait des trucs très graves, failli casser leur vie, et ils voient que je vous parle de cas réels, elle voit sa vie, c'est devenu, elle était au fond, elle est tombée en falaise vers le bas, mais elle a pleuré, et quand elle s'est rendue compte, elle dit, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mes enfants qui ne veulent plus me parler. Et là, c'est une cause de suicide. Quand vous avez les états mixtes sont très fréquemment associés à des suicides. Donc,
pour prévenir le suicide. Soyons dans la prise en charge. Et je pense qu'il est important qu'on parle de la prise en charge parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La prise en charge est très simple quand on veut. Le diagnostic est fait. Marie a parlé de l'acceptation qui est essentielle. Et l'acceptation se fait progressivement. Généralement, quand on fait une première crise, les gens disent le reste ne me concerne pas. Mais dès qu'il y a une seconde, les gens comprennent. D'accord ? Et donc, le traitement, il y a le squelette. Quelqu'un bipolaire qui n'a pas un thymorégulateur, qui aille voir son médecin et lui dire « mettez-moi sous thymorégulateur ». Parce que c'est des valses de l'humeur. Quand on met un thymorégulateur, le but, c'est que les valses importantes, elles s'amenuisent. Thymorégulateur, c'est-à-dire quoi? C'est un médicament? Régulateur de l'humeur. C'est ça. Ça régule. C'est tous les médicaments qui régulent l'humeur, c'est ça? Ça régule l'humeur. Le chef de file, c'est le Theralite, le lithium. Les gens ont peur du lithium. C'est parmi les produits les plus anciens. Il a 100 ans d'âge, mais il est parmi les plus efficaces. Vous avez d'autres familles, mais un patient qui a un trouble bipolaire qui n'est pas sous thymorégulateur, ce régulateur de l'humeur n'est pas normal. Ok? Après, il y a, pendant les phases, soit en phase maniaque ou en phase dépressive, il y a des traitements spécifiques qu'après on enlève. Ok? Mais le fond, c'est ce thymorégulateur. Maintenant, quand vous avez quelqu'un qui est euthymique, c'est qu'il est les variations de l'humeur ne sont pas excessives, anormales. Elles sont comme nous, comme les gens qui n'ont pas de trouble bipolaire, ils peuvent être heureux, ils peuvent être moins heureux en fonction des hormones, en fonction de la vie, en fonction du conflit de couple et en fonction de plein de choses. D'accord? Après, quand il y a l'euthymie, il y a tout le travail social. Comment le protéger quand il fera une autre crise? Comment expliquer aux gens comment ça se fait? Comment il va réagir par rapport aux gens quand ils vont le dire t'es fou? D'accord? Et puis il y a le travail spécifique. Il y a le travail spécifique qui sont des thérapies. Alors, M. Mkwar a parlé de tout le travail que fait Amélie depuis très longtemps, tout le programme Pro-Famille. Il y a d'autres types de psychothérapie, de psychoéducation qui sont directement dirigés vers le patient qui a une bipolarité, en euthymie quand il est normal, pour lui apprendre à repérer les signes précurseurs, qui sont toujours les mêmes chez le même patient. Est-ce que c'est ce que vous appelez, vous les médecins, les thérapies cognitivo-comportementales? Ça peut être les thérapies cognitivo-comportementales, mais ça peut être un programme de psychoéducation. D'accord? On peut faire ça. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est que, parce que moi, j'ai beaucoup fait de thérapies de groupe. Quand vous recevez quelqu'un, imaginez que vous êtes là et vous ne savez pas à quel moment donc vous êtes vous ne connaissez rien et donc vous ne savez pas comment gérer. Donc quand vous savez que la maladie ne vient jamais du jour au lendemain, elle s'installe. Il y a des étapes et qu'on vous apprend à monitorer votre humeur, le thermomètre de l'humeur, c'est-à-dire vous savez quand est-ce que vous descendez d'une manière normale et quand est-ce que la descente est anormale. Quand est-ce que vous montez d'une manière normale, quand est-ce que la montée est anormale. Donc vous avez un thermomètre de l'humeur. Vous savez vos signes précurseurs. Vous savez les facteurs qui vous déstabilisent. Vous savez que le manque de sommeil est interdit. D'accord? Quand vous savez ça, vous ménagez. Marie le fait très bien. Vous gérez votre maladie de manière à ce que vous êtes dans la gestion. Tout ça est essentiel. C'est facile, il faut juste le comprendre. Et quand les gens suivent ces programmes, moi j'ai plein de groupes, les gens continuent à faire des crises, mais je vous assure 95% ne sont jamais plus hospitalisés, alors qu'ils faisaient des crises très sévères. Pourquoi? Parce qu'on prend les choses en amont. Le traitement médical est là, sachant que le traitement médical, même le thymorégulateur, n'est pas efficace à 100%. Il peut soit réduire les crises, soit réduire la durée, soit, moi j'ai des patients que je vois une fois tous les ans, on se dit bonjour, comment vous allez, ainsi de suite, il fait le bilan, je donne le traitement, il s'en va, et je ne vois plus. Tout va bien. Et si un problème, il m'appelle. Ceux-là, ils ont eu la chance que le traitement thymorégulateur ait très bien marché. Mais ils sont que 25% parmi les autres. Les autres continuent à faire des crises, mais on peut les gérer. Et dans les cas les plus malheureux, le traitement ne fait rien. Et les gens font des crises sur crises. Et ainsi de suite. Il y a un effet d'accoutumance par rapport à ces médicaments? Non,
Merci pour la question. J'aurais aimé que les patients avec schizophrénie, les patients bipolaires aient une accoutumance. Non, il n'y a pas d'accoutumance. Alors, parmi tous les médicaments que nous utilisons en tant que professionnels de la santé mentale, il y a une famille où il y a de l'accoutumance, qui sont les benzodiazépines. Ce sont des produits qui rendent un énorme service. Et la majorité des gens n'en abusent pas. Mais, malheureusement, ils sont dérivés de leur usage, ils peuvent devenir addictogènes. Et donc, chez les benzos peuvent faire ça. Mais les thymorégulateurs, il n'y a pas d'effet addictogène. Les antidépresseurs, il n'y a pas d'effet antidépresseur. Valium, etc. Tout ça. Non, Valium, c'est une benzo. Non, voilà. Ah, d'accord. Okay. Ben oui, elle est dans la famille des benzodiazépines. C'est pour ça que, oui, il faut éviter de l'utiliser d'une manière régulière. Mais les autres familles de médicaments n'ont aucun aspect addictogène. Maintenant, il y a les médicaments. Il y a tous les programmes de psychoéducation. Il y a des fois, alors, une chose importante, c'est qu'il y a une très forte prévalence, beaucoup d'associations, d'usage d'alcool, de drogue chez les patients qui font un trouble bipolaire. Il faut savoir que les gens qui ont un trouble bipolaire et qui utilisent ces produits aggravent le pronostic et de la maladie bipolaire et du trouble addictif. Il y a plus d'hospitalisation, il y a plus de suicides, il y a plus d'accidents, il y a moins d'effets des médicaments. Donc, quand on a un trouble bipolaire, il faut se soigner et éviter de prendre de l'alcool, de prendre des produits addictifs. Et si on est dedans, c'est une galère pour les enlever, mais on peut le faire. Je sais que vous avez un petit peu trop monopolisé la parole, mais bon, en même temps, ce que vous dites est très important pour bien comprendre le sujet, bien le cerner. Et j'ai quand même envie de vous poser à vous, puisque vous êtes psychiatre, j'ai envie de vous poser la question suivante. Tout à l'heure, je ne sais plus qui a évoqué le mot comorbidité, je sais même plus si c'était avant l'émission ou pendant, je me rappelle plus, mais enfin, on avait parlé de comorbidité, et je voudrais vous poser la question suivante, parce que vous avez parlé d'alcool, etc., mais aujourd'hui, on le sait, hein, une personne, normalement, ne doit pas dépasser 3-4 médicaments, une personne normale, hein, 3-4 médicaments, c'est déjà beaucoup. Alors, comment on fait quand on a, justement, un trouble bipolaire, quand on a le diabète, quand on a l'hypertension artérielle, parce que les deux vont ensemble, pratiquement, en tout cas dans pas mal de cas, et donc là on se retrouve avec un cocktail de médicaments. Est-ce que ça altère la qualité du traitement, ou est-ce que finalement on peut malgré tout aller 5, 6, 7 gélules par jour et se dire que le traitement risque de fonctionner, Inch'Allah, par exemple? C'est-à-dire quelqu'un qui a une hypertension, un diabète et bipolarité, ça peut exister. Bien sûr que ça existe. Voilà, ça existe. Et donc ça complique la prise en charge. Et est-ce que les médicaments que vous allez lui donner seront moins impactants, moins bons pour sa santé, parce que l'impact ne sera pas le même au vu de l'altération médicamenteuse? Vous avez raison, c'est une question importante, parce que il faut tenir compte que certains médicaments pour le trouble bipolaire peuvent perturber le métabolisme diabétique, donc ne pas les donner, donc ça complique un petit, en fait la prise en charge. Et ça complique la prise en charge, mais on arrive. Est-ce qu'il y a des arbitrages à faire? C'est ça la question. Est-ce qu'on va se dire l'hypertension, on va peut-être un peu moins forcer sur l'hypertension, mais donner, parce qu'on peut pas 8 médicaments là, à un moment donné, le corps humain ne va pas absorber. Comment se fait l'arbitrage? Stabiliser le tout. Voilà l'arbitrage. Et c'est possible? Bien entendu. 3 pathologies d'un coup. S'il a la malchance d'avoir ces 3 pathologies, oui. Il y en a beaucoup qui ont ça. C'est une réalité. Ce que nous, la chance, c'est que on peut aller au minimum des doses efficaces. Il faut savoir donner peu de médicaments, mais efficaces. Un trouble bipolaire, c'est pas 5 médicaments. Ça peut être 2 médicaments. Ouais, mais s'il a par ailleurs voilà, c'est 6, 7 gélules, voilà. Oui, ça arrive. Mais ce que vous dites est une réalité. Mais c'est comme ça. Et on arrive à traiter ces personnes convenablement, malgré tout. Bien sûr. C'est notre quotidien. Marielle Rissi, patiente bipolaire, et ce sera aussi le mot de la fin que je vous donnerai à tout le monde, bien sûr. Marielle Rissi. Ça sera le mot de la fin. Ouais. Alors, je voulais d'abord rebondir sur votre dernière question.
je suis sous thymorégulateur et j'ai un souci de thyroïde. J'ai plusieurs médicaments à prendre et ça dure depuis des années, ça se passe bien. Alors, comme c'est le mot de la fin, moi, j'aimerais quand même qu'on parle des familles. Des familles, alors on se retrouve très souvent. Enfin, j'ai eu, moi, à travers les personnes que j'accompagne, alors que la personne bipolaire soit dans l'acceptation de sa maladie ou pas, qu'elle soit quelqu'un de facile ou pas, on peut voir un conjoint complètement dépassé, on peut voir un parent complètement dépassé. Et moi, je pousse souvent ces personnes à aller consulter, c'est-à-dire si le sujet malade est bien pris en charge ou pas, c'est une chose, mais dès le moment qu'on a un parent qui est touché par la bipolarité et qu'on ne connaît rien à cette maladie, il faudrait que la personne aille consulter à part entière. Et souvent, donc, ces familles, comme elles sont pas briefées, comme elles sont pas prises en charge, on se retrouve avec un mari qui des fois te dit bon, moi j'ai tout essayé mais je suis au bout du rouleau, je vais laisser tomber, ou un parent qui dit moi j'ai tout essayé avec mon enfant, là je crois que je suis en train de lâcher. Donc j'entends leur détresse, j'entends que ces personnes sont désemparées, mais que finalement il n'y a pas de cellules réelles pour les briefer, pour leur faire des thérapies des thérapies en tant que telles pour apprendre à gérer cette maladie qui frappe à leur porte d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est une maladie, quand malheureusement le patient n'est pas stable ou autre, c'est des dégâts collatéraux qui sont juste horribles. On a vu des fratries partir en vrille, on a vu des couples partir, on a vu plein de choses, et tout ça par méconnaissance, à mon sens. Bouchard Benisa, pour le mot de la fin, également art thérapeute et psychothérapeute. Alors, je vous remercie déjà pour votre accueil. Et si je peux dire quelque chose, c'est que les personnes souffrant de pathologie mentale en général, quand ils prennent conscience, ils sont les premiers à en souffrir. Et c'est très lourd pour eux. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on soit un peu plus tolérant et qu'on soit un peu plus curieux. Et qu'on en parle, que ce soit plus tabou. Voilà, que ce soit en ville, à l'école. J'insiste sur l'école parce que j'entends à l'école des enfants que j'accompagne, ils se traitent de bipolaires. Ils ne savent même pas ce que c'est, de schizophrène. Donc ça devient une insulte. Voilà, déstigmatiser. Déstigmatisé, Fouad Makwar, président de l'association Amali, pour le mot de la fin. Alors, je voulais juste revenir sur la comorbidité. Je pense qu'il s'agit plutôt de comorbidité qui pose problème. C'est quand il y a une addiction. C'est là où les médecins, c'est quand la comorbidité qui pose vraiment problème, c'est quand il y a une maladie, une addiction, c'est-à-dire alcool, ou quand il y a drogue et tout ça. Et là, on est à la fois en face d'une addiction et d'une maladie mentale. Et là, le médicament et tout ça tout est perturbé dans cette situation. Donc ça, c'est juste un rappel, parce que par rapport aux maladies organiques, généralement, les médecins arrivent à gérer. Moi, je voulais juste revenir sur une chose, le côté alimentaire et tous les compléments alimentaires, tout ça, s'ils sont suivis d'une manière par un connaisseur, ils peuvent à eux aussi soulager la maladie. Et juste un point, c'est qu'au niveau national, il y a commence à avoir beaucoup d'associations. Donc les personnes qui souffrent ou qui ont des problèmes, ils peuvent appeler ces associations selon la ville où ils se trouvent, et ils peuvent avoir de l'information pour être rassurés, pour être aiguillés et tout ça. Ça, c'est très important. Vous avez Marrakech, Taza, Rabat, etc. qui sont là pour soulager. Moi, je reçois des appels en permanence. Les gens qui sont désemparés, moi, je leur dis, allez voir un psychiatre ou faites ceci ou cela. Et donc, ça aide quand même. Donc, il faut que le public, que les familles sachent qu'il y a quand même un réseau. Il suffit de chercher sur Internet pour trouver qu'il y a des associations qui peuvent aider en cas d'urgence et aiguille. Voilà. Nadia Kadeli, professeure de psychiatrie, pour le mot de la fin également. Merci beaucoup. Merci à Maïa, à Bouchra, à Fouad, et merci à vous. Ce que je peux dire, c'est que le trouble bipolaire est une maladie qui est bio-psychosociale. Donc, la réponse est bio-psychosociale, le traitement médical, psychothérapique et social. C'est une maladie qui se soigne très bien et un bon pronostic quand elle est prise en charge. Voilà.
15h31, merci beaucoup en tout cas à nos invités pour leur éclairage et leurs explications par rapport justement aux troubles bipolaires. Merci.